la question qui m'a été posée, quelles sont les complications psychologiques des grèves de la faim, eh bien c'est très simple, c'est la mort ou le syndrome de Korsakov. Maintenant, si vous voulez que je vous parle d'autre chose, donnez-moi 20 minutes. Alors, à chaque 5 minutes, vous me dites que j'ai fait 5 minutes. C'est possible? Oui. Voilà. Monsieur le doyen me le fera. Alors, la grève de la faim est un acte volontaire, ça a été dit, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un acte volontaire qui s'oppose au deuxième plus important instinct de l'individu, à savoir la respiration. C'est-à-dire, on est obligé de respirer, puis on est obligé de manger. C'est différent de l'anorexie mentale, parce que l'anorexie mentale s'associe à la richesse, à l'opulence, au fait de vouloir maigrir, d'être svelte, belle, beau, alors que la grève de la faim se situe dans la persécution, dans la souffrance, dans l'oppression. Donc ce sont deux modèles très différents au niveau de ce que nous allons voir tout à l'heure, essentiellement la communication. La grève de la faim est un jeûne de protestation. C'est une démarche de revendication. Pourquoi elle est paradoxale? Pourquoi c'est une revendication paradoxale? Parce que d'habitude, la revendication, c'est la colère, c'est les cris, c'est les manifestations, c'est le spectacle, etc. Alors que là, nous avons quelqu'un qui est extrêmement calme, et dans ce calme-là, il y a un très grand spectacle. C'est un spectacle très calme, qui ne peut laisser personne indifférent. Il réveille chez les médecins aussi des sentiments positifs ou négatifs, parce qu'il traduit une très grande hostilité. Une hostilité due au fait que l'individu, en s'appropriant son corps, il devient tout puissant, y compris par rapport à la société. Personne ne peut plus rien contre lui. Pour nous, nous avons été appelés la première fois, je pense en janvier, quelque chose comme ça. Nous n'avons aucune expérience des grèves de la faim. Nous avons très peu de recul. Et il fallait apporter très rapidement des solutions, à la fois rapides, efficaces, sans faute. Sans faute. Pourquoi sans faute? Parce que les situations dans lesquelles nous avons été appelés, y compris avec le professeur Germi, étaient des situations parfois très médiatisées, et on avait les caméras et le reste du monde en train de nous regarder. Il ne fallait pas, évidemment, avoir de problème, surtout que nous avons été appelés la première fois, après la mort d'un gréviste de la faim, donc il y avait en plus une pression morale très importante. Quand on m'avait appelé, je me suis dit, quel rôle pouvait jouer un psychiatre dans cette équipe pluridisciplinaire? Il y avait des médecins des prisons, des réanimateurs, des politiciens. Qu'est-ce que je vais faire dans tout ça? D'autant plus que moi, psychiatre, j'ai l'habitude de m'occuper des gens dans un colloque singulier, le plus singulier des colloques, c'est-à-dire que je suis en tête à tête avec la personne que je soigne. Je ne peux pas soigner ou écouter quelqu'un en grand public. Chose fondamentale, il n'est pas question d'intervenir sans avoir une idée théorique, une réflexion sur ce qui est en train de se passer et donc comment je vais pouvoir intervenir. Alors il fallait que je trouve une théorie. Il fallait cette théorie-là pour que je puisse avancer. Donc une approche conceptuelle de la grève de la faim, et pour moi, c'est d'abord un grand trouble de la communication. La grève de la faim, pour moi, est d'abord un trouble de la communication. Alors comment cela se présente-t-il? Vous avez d'un côté une institution. Que cette institution soit une administration, que ce soit l'institution judiciaire, que ce soit l'institution
pénitentiaire, et vous avez de l'autre côté un citoyen ou un détenu, et entre les deux, il y a un problème de revendication. Quelqu'un demande à quelqu'un d'autre quelque chose. Ils vont commencer à discuter, et puis il y a un conflit qui va naître. Et ce conflit est difficile à résoudre pour une raison quelconque. Donc ils arrivent à une impasse. Et soudain, il y a une nouvelle situation qui s'appelle la grève de la faim. Que va faire la grève de la faim? Eh bien, la grève de la faim va introduire un élément extrêmement important dans la relation entre les deux, qui est un facteur catalyseur, qui est le médecin. Et donc, le médecin, d'emblée, là, on commence à comprendre que le médecin étant médiateur, il est nécessairement dans la relation de neutralité par rapport aux deux, par rapport au détenu citoyen et par rapport à l'institution. Le gréviste de la faim, en s'appropriant de cette manière-là son propre corps, qui était séquestré, par exemple en prison, ou persécuté par une institution, il va reprendre le contrôle de ce corps-là, et à travers cette reprise du contrôle, le médecin va rétablir une relation avec l'institution. C'est-à-dire que quelque part, au niveau inconscient, nous allons jouer en tant que médecin une sorte d'intermédiaire. Et comment va se jouer ce rôle intermédiaire? En informant l'institution de l'état de santé, par exemple, et de son évolution par rapport à cette institution. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe donc? Il y a un lien de type oppresseur-opprimé. Il y a quelqu'un qui est opprimé, il y a une institution qui oppresse. C'est un petit exemple, c'est le cas de la torture qui se passe dans l'attente d'un jugement. Il y a des gens qui attendent des mois et des mois sans être jugés. C'est une situation de torture. Alors, la création de la situation de la grève de la faim inverse complètement la situation, c'est-à-dire que le persécuté devient persécuteur. Et c'est là où l'administration se trouve en situation de difficulté. Et cette difficulté, c'est à cause de cette réappropriation du corps du contestataire, et cela va obliger l'institution à discuter de nouveau selon d'autres normes nouvelles et qui va établir de nouvelles concessions et un nouvel équilibre. Voilà la théorie. Maintenant, dans la pratique. Dans la pratique, la perte de temps, il faut savoir que nous, médecins, si nous perdons le temps, on va avoir un très grand problème. Donc il y a cette notion d'urgence. La perte de temps va entraîner une aggravation de l'état de santé du gréviste. La transmission, surtout, la transmission du comportement à d'autres contestataires par un mimétisme épidémique. Et c'est très important, parce que vous avez au début 1, puis vous avez 2, puis vous avez 5, puis vous avez 17. Et plus on a, plus c'est difficile à gérer. Et notre objectif, c'est quoi? Pour sauver cette situation, c'est de préserver la vie. Nous n'avons strictement aucun autre but, sauf préserver la vie, qu'elle soit psychique, somatique, du gréviste. Voilà, il ne faut pas faire beaucoup de philosophie. La première consultation du psychiatre est très importante dans l'établissement d'une relation d'aide. Et cette relation d'aide, elle est basée essentiellement sur la neutralité positive. La première faute que peut faire un médecin, c'est qu'il va s'allier à la cause du gréviste, ou bien il va s'opposer à la cause du gréviste. Il n'a ni à s'allier, ni à s'opposer, mais de garder cette neutralité positive, c'est-à-dire tu l'écoutes. Il reste 10 minutes. Alors là, tant pis pour vous.
donc établissement d'une confiance, assurer la confidentialité totale. Et là, tant pis, je ne peux pas tout dire, parce que maintenant, avec la loi du terrorisme antiterroriste, nous risquons, du fait que nous sommes psychiatres et que les gens nous font vraiment confiance qu'on soit au courant de certaines choses, et nous risquons d'être jugés après pour ne pas l'avoir dit au juge. Maintenant, heureusement qu'on a dit que cette loi a repris sa fonction. Donc on va dire à quelqu'un, arrêtez de me parler de ça. Éviter toute interférence judiciaire, pénitentiaire ou administrative. Toute interférence, toute question qui est déplacée, on a le droit de ne pas répondre, il faut ne pas répondre. Bien sûr, un psychiatre, c'est d'abord quelqu'un qui doit éliminer une pathologie, une cause organique, une cause psychiatrique, un état dépressif majeur, un état délirant, d'empoisonnement. On pense qu'on veut l'empoisonner, on pense qu'on l'ensorcelle. Quelquefois, c'est un état confusionnel qui est là. Et puis, surtout, pour nous, le temps essentiel, c'est d'éliminer un problème cognitif, intellectuel à la première consultation, et consultation suivante, à savoir la capacité de discernement. La capacité de discernement est fondamentale pour dire que quelqu'un est en grève de la faim ou non. On ne peut pas être en grève de la faim si on n'a pas la capacité de discernement suffisante, si on n'a pas la possibilité du choix. Donc pour nous, s'il y a un problème de jugement, un problème de raisonnement, un problème d'orientation, un problème de mémoire, pour nous, la grève est terminée. On va voir comment on peut la terminer. Les principaux aussi, on va essayer de voir un peu la personnalité du monsieur, et surtout rechercher des caractéristiques dangereuses, de mauvais pronostics, de mauvaises évolutions, qui est essentiellement la psychorigidité. Parce que les gens qui sont psychorigides sont têtus, entre guillemets, et donc ils vont poser beaucoup plus de problèmes au niveau des négociations avec l'administration. Troisièmement, on va rechercher aussi des idées suicidaires. Et comme l'a dit le professeur Germain, la grève de la faim n'est pas une grève, n'est pas une tentative de suicide. Et d'ailleurs, je vous dis, la première question, parmi les premières questions que je pose aux grévistes de la faim, je dis, est-ce que vous voulez mourir? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous désirez mourir? S'ils se trompent, entre guillemets, qui me disent oui, la grève de la faim est terminée. Parce que la grève de la faim n'est pas tournée vers la mort, elle est tournée vers la vie. C'est donc une tentative de suicide déguisée et la grève de la faim est terminée. Le rôle du psychiatre lors de la phase de l'accompagnement, c'est la surveillance, bien sûr, des facteurs cognitifs, c'est la surveillance aussi de l'humeur, de l'anxiété. Vous l'avez vu au début, il y a des signes dépressifs, des signes douloureux, et chose étonnante, très étonnante, c'est qu'à la deuxième semaine, ces personnes deviennent un peu euphoriques. Alors qu'elles étaient tristes, ils deviennent un peu heureux. Et pourquoi? Parce que les douleurs qu'ils ressentent, parce que la souffrance qu'ils ressentent, les apraxies, les myalgies, etc., libèrent des endorphines, et ces endorphines-là provoquent au niveau du cerveau une certaine euphorie qui leur donne un sentiment encore de toute puissance. C'est-à-dire, autrement dit, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment aller rapidement avant la deuxième semaine, avant la libération des endorphines, parce que s'il y a libération des endorphines, on va perdre encore 3 ou 4 jours, parce qu'il est content, parce qu'il est heureux, parce qu'il ne réalise pas la gravité de la situation. On recherche aussi des hallucinations individuelles aux troubles ioniques généralement, qui s'établissent parce que le cerveau peut être en situation électrolytique de souffrance et peut entraîner ces problèmes carrément psychotiques. Le psychiatre, tout le temps, ne doit pas s'écarter de sa neutralité positive et surtout ne pas s'incruster dans l'impasse de vouloir convaincre le gréviste d'arrêter sa restriction alimentaire. Parce que si vous essayez de le faire,
eh bien vous avez devant vous une forteresse. On n'attaque jamais une forteresse de francs. Nous, notre but, c'est de donner la parole son importance dans la relation à l'autre, dans la résolution du conflit. Nous privilégions la parole. L'attitude du psychiatre à travers les multiples... Ils sont pas euphoriques à 15 minutes. D'accord, il reste 5 minutes. À travers les multiples entretiens, en fonction des capacités bien sûr physiques des grévistes, nous allons chercher à les redéfinir les repères. C'est un petit peu compliqué, mais quand on dit ça, rechercher les corporels, psychologiques, socioculturels, etc., de sa personnalité, au fait, c'est très simple. C'est d'emmener quelqu'un à parler de lui-même, de son histoire, de son enfance, de ce qu'il est, de son identité, etc. Ça lui permet de retrouver, évidemment, des repères extrêmement intéressants. Et en favorisant l'expression de la souffrance par la parole, au lieu d'un corps martyrisé. Les mauvaises évolutions, généralement quand quelqu'un est obstiné, psychorigide, là, ça finit toujours dans les mains des réanimateurs. Quand quelqu'un est très politisé et structurellement très politisé, soutenu par un mouvement structurel politique, c'est aussi un mauvais signe. Quand il appartient à un groupe de grévistes et qu'on a commis les erreurs de ne pas les séparer, parce qu'il y a eu des problèmes à ce niveau quand on a pris en charge des grévistes, on leur a dit impossible de garder les deux dans la même chambre, ils n'ont pas voulu comprendre. Et bien à ce moment-là, c'est des éléments de mauvais pronostic. Et puis, évidemment, l'auteur de transfert à l'hôpital. On peut transférer quelqu'un à l'hôpital sans arrêter la grève de la faim. On lui explique que nous serons plus à l'aise de le surveiller que s'il est encore en prison ou dans la rue. 2 temps éthiques pour le psychiatre. Le premier temps, c'est le droit des grévistes. C'est traiter d'égal à égal avec lui, de favoriser la parole, de respecter ses choix, sa dignité, sa liberté. Et puis il y a un deuxième temps. Le deuxième temps, c'est le devoir du médecin. Et ça, il apparaît quand il y a le risque des séquelles. Je vous ai dit tout à l'heure, la plus grave des séquelles en psychiatrie, c'est le syndrome de Costa. C'est des troubles de la mémoire qui commencent, qui s'aggravent, avec des éléments confusionnels et fausses reconnaissances, et surtout, ce sont des lésions qui peuvent rester définitives. Là, on n'a plus le choix, et on a une attitude paternaliste. Cette attitude paternaliste va nous obliger à utiliser une loi. Une loi de l'hospitalisation d'office et des soins spécialisés. C'est une mauvaise loi, mais il vaut mieux une mauvaise loi que l'absence de loi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le psychiatre propose au juge, donc au procureur de la République, les soins obligatoires. Le juge demande l'avis d'un deuxième psychiatre, c'est la loi. Le deuxième psychiatre doit valider la nécessité des soins dans les 24 heures, et quand c'est validé, le juge de première instance confirme les soins. Nous avons eu recours une seule fois à cette procédure qui n'a pas abouti, puisque j'ai écrit le certificat de soins obligatoires, que le malade a été transféré, qu'il a été vu par un deuxième psychiatre après 48 heures, et que le deuxième psychiatre, après 48 heures, a décidé que la personne a retrouvé sa capacité de jugement, et donc il a été de nouveau en situation de grève de la faim. Donc, je vous dis, c'est une loi qui peut être utilisée, il y a des garde-fous très importants. En conclusion, la fréquence de la grève de la faim peut être considérée comme un excellent indicateur du bon ou du mauvais fonctionnement de la justice et des droits de l'homme dans un pays. Les
Les différents intervenants doivent acquérir une expérience préalable. Et j'insiste qu'il n'y a pas d'amateurisme, il n'y a pas d'amateur. Définissons, il faut définir les tâches de chacun de cette équipe, loin de tous les élans émotionnels, pas d'émotion, pas d'émotion. La grève de la faim peut devenir le dernier mode d'expression de la volonté humaine d'exister et de vivre face à une injustice et à une persécution. Les différentes réponses apportées à cette manifestation de la souffrance ne peuvent que favoriser la vie au détriment du silence et le verbe au détriment du dépérissement charnel. Je vous remercie.